La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver comme tous les mercredis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Cette semaine, Alexis, vous vous intéressez vous aussi à ceux que Christophe Barbier a appelés à l'instant les poutinolâtres. On va commencer par Jean-Luc Mélenchon qui a condamné l'agression russe le 25 février dernier, il y a quelques jours. C'est un changement de cap ? Oui, alors je serai mesuré sur la formulation. Poutinolâtre, oui. C'était des gens, on va dire, qui s'inscrivaient ou qui pensaient s'inscrire dans une tradition réaliste. Réaliste, c'est-à-dire la France, c'est la France doit rester non alignée. Et donc, gaulliste, finalement. Alors, en tout cas, ils préemptaient, comme on dit aujourd'hui, un positionnement gaulliste avec l'idée que la France, étant la France, elle devait rester non alignée, c'est le mot de Jean-Luc Mélenchon, on va y venir dans un instant, et donc parler avec tout le monde, quels que soient les dirigeants et quel que soit leur degré de respect de la démocratie et de l'état de droit. Je n'aime pas trop donc les qualificatifs comme poutinolâtre, c'est pas ma façon de parler. Ouais. On va plutôt analyser si vous voulez, l'élongation des adducteurs idéologiques, si vous me passez l'expression, à laquelle ces personnalités politiques, qui pour certaines sont candidates à la présidence de la République 2022, sont obligées, au risque bien sûr de se déchirer des tendons. Si vous voulez, on le sait bien, quand on fait des virages à 180 voire à 360 degrés, on risque de se retrouver en porte-à-faux avec des gens qui, comme nous, vont mettre en contradiction les déclarations d'aujourd'hui avec un certain nombre de flirts passés. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, donc. Alors oui, c'est incontestablement le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il faut être là encore équitable. Je n'aime pas trop les essentialisations politiques qui en plus peuvent être récupérées par le macronisme aux fins de la diabolisation de tous les adversaires politiques. C'est pas le genre ici, on va essayer d'être objectif. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, donc à l'île de la Réunion, il a fait le 25, c'est-à-dire au lendemain de l'attaque surprise sauvage des milices poutiniennes contre l'Ukraine, il a fait son changement de pied. Il a dit « La Russie agresse l'Ukraine, manifestant une volonté de puissance sans mesure ». Et il a ajouté, cher Steve, « La Russie crée le danger immédiat d'un conflit généralisé qui menace toute l'humanité ». Le problème, on va le dire en un mot, c'est qu'il a, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, un track record historique de déclarations sur la Russie et notamment sur son dirigeant suprême, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, dont le comportement est aujourd'hui évidemment problématique à la face du monde. Et donc il vantait l'action en Syrie notamment. Ouais, il a eu une complaisance historique absolument incroyable. Déjà, le 18 janvier, donc vous voyez, c'est pas il y a 10 ans, c'est pas il y a 15 ans, les Russes mobilisent à leurs frontières, point d'interrogation, demande Jean-Luc Mélenchon, qui répond « Qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil ?» Autrement dit, l'Ukraine de Zelensky, ajoutant que la France devait rester non alignée. Donc ça fournit, pour aller vite sur Jean-Luc Mélenchon, l'épure d'une certaine ligne, d'une certaine gauche, cette gauche que Manuel Valls nous a appris à considérer comme étant la gauche égarée, je reprends la formulation de Valls, historique, qui est une gauche qui considère que tout est bon à prendre pourvu qu'on s'oppose à l'impérialisme américain. Et j'ajouterai un mot sur Mélenchon. Oui. C'est pas exactement le même sujet, mais ça rejoint. Lundi, donc on est au climax de l'offensive poutinienne, que je distingue du peuple russe, contre la société et l'État ukrainien. Que nous dit Mélenchon ? Qu'il regrette que Zelensky, ce président courage, comme dit BHL, s'adresse à Israël, au président israélien notamment, Herzog, pour trouver une médiation. Et il dit, franchement, qu'un État du Moyen-Orient soit mandaté par Mélenchon pour trouver une solution, moi ça m'attriste, moi ça me chagrine, parce que c'est la France qui devrait le faire. Donc vous voyez toutes les ambiguïtés de cette rhétorique. Il ne s'agit pas de dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, ça serait absurde. En revanche, c'est les ambiguïtés d'un positionnement néo-anti-impérialiste non aligné qui en vient en fait à renvoyer dos à dos agresseurs et agressés, ce qui dans la situation actuelle de l'Europe n'est évidemment moralement pas tenable. Alexis, hier soir, Marine Le Pen a tenté également de relativiser la nature de ses relations personnelles avec Vladimir Poutine et plus globalement le tropisme pro-russe du Rassemblement national. Avez-vous été convaincu par sa défense ? Alors oui, en fait je vais vous dire oui, elle a été plutôt bonne. Dans l'exercice, avec plusieurs journalistes, au demeurant excellents, de BFM TV, mais qui l'ont pas lâché, si vous me passez l'expression. Corbet, ils ont tous été, Corbet, tous les gens qui étaient autour, Duhamel, le jeune Duhamel, tout ça, ils l'ont cherché là-dessus. Et au fond, elle a expliqué, vous savez, d'abord, Poutine a changé, ce qui est vrai.
Entre nous, le nombre d'experts, de géopolitologues qui nous disaient c'est un allié de l'Amérique, il faut faire avec lui, même si c'est pas, disons, quelqu'un qui est très recommandable sur le plan des libertés, du respect des libertés publiques, franchement, la liste est kilométrique. Donc, se concentrer uniquement sur Marine Le Pen, ce serait, en quelque sorte, très malhonnête aujourd'hui. Donc, elle a été plutôt convaincante dans l'exercice en disant, vous savez, moi, en 2017, j'étais candidate à la présidence de la République, j'avais donc vocation, à la De Gaulle, si vous me passez l'expression, à rencontrer tout le monde, quoi que je pense par ailleurs, encore une fois, de leur degré de respect de la démocratie de l'État de droit. Le problème n'est pas là pour Marine Le Pen. Le problème, c'est même pas elle. C'est les liens historiques de la formation fondée par son père, qui s'appelle aujourd'hui Rassemblement National, mais qui s'appelait encore Front National, lorsque, en 2014, le parti avait reçu, suite, il faut être honnête, difficulté à se financer sur le marché suite au rebufat des banques françaises. Ok. Mais ils se sont tournés vers des instituts bancaires privés à Moscou, avec évidemment, vous vous en doutez bien, dans un capitalisme monopolistique comme celui de la Russie, un feu vert du pouvoir russe. Ça n'arrive pas tout seul. 9,4 millions d'euros ne sont pas débloqués sans feu vert du pouvoir russe. Donc ça, dans le contexte de la campagne, on va être objectif, ça va être utilisé par ses adversaires politiques, et notamment par le premier d'entre eux, le brillant et très opportuniste Emmanuel Macron. Alexis, autre candidat en difficulté ces derniers jours dans ce dossier, Éric Zemmour, qui considérait en 2018 Vladimir Poutine comme l'allié le plus fiable de la France. Oui, alors je rêve d'un Poutine français. Ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Zemmour, qu'on souligne ses qualités oratoires ou qu'on déteste son idéologie, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Là, pour le coup, du capitaine Éric Haddock. C'est un sparadrap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la campagne, où tous les coups sont permis, où personne n'épargne personne, où il y a une dureté, voire une sauvagerie des affrontements, je rêve d'un Poutine français au journal L'Opinion dirigé par Bétou en 2018. Là encore, on n'est pas en 2008. En 2018, ça va être sacrément dur à faire oublier. Et il ajoutait « Je suis pour l'alliance russe. Je pense que c'est l'allié qui serait le plus fiable », ajoutait-il encore en septembre 2021 sur la chaîne de son ami le puissant oligarque Vincent Bolloré, CNews. Vladimir Poutine, ajoutait Éric Zemmour, est un patriote russe. Il est légitime qu'il défende les intérêts de la Russie. Et c'est vrai que Zemmour, c'est un intellectuel. Moi, je le connais depuis fort longtemps. Oui. Je sais aussi que dans ses livres, il a toujours évoqué, avec une sympathie mêlée d'admiration, la nature, on va dire, de l'exception russe par rapport à ce qu'ils appellent dans cette famille de pensée le mondialisme euro-atlantique. Notamment à travers sa grande littérature. Bon, et c'est pour ça qu'il aime Orban aussi, qui s'oppose à ce mondialisme euro-atlantique. Et dans un livre de 2016 que j'avais lu, que j'avais chroniqué à l'époque dans le journal où je travaillais, Marianne, il disait que l'Ukraine, c'est un mirage. L'Ukraine, c'est une fiction. L'Ukraine n'existe pas, car, disait-il, elle est faite de briques et de brocs. Vous comprenez bien que vous avez là une tradition qui est celle du nationalisme français. Là encore, ne prononçons pas les grands mots racistes, tout ça c'est absurde, mais le nationalisme français qui considère qu'il y a des nations de plein droit, des nations avec lesquelles on discute, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, et qu'il y a des petites nations dont on se contrefiche et dont la mort ne vaut pas du tout qu'on s'engage avec un seul soldat pour les défendre. Merci. Ça c'est un problème. Et vous allez voir que Macron, dans les jours qui viennent, il va dire « Moi, je suis le super démocrate, je m'engage pour toutes les petites nations menacées, et donc aussi pour nos partenaires de l'OTAN, demain la Roumanie, demain la Géorgie, demain d'autres pays qui peuvent être l'objet des visées ou des ambitions de Vladimir Poutine. Merci beaucoup Alexis Lacroix. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon. Merci Alexis. Merci Steve.